éviter une sortie de route au secteur auto. Emmanuel Macron va faire des annonces ce mardi. Il s'exprimera aux alentours de 16h30 d'un site Valeo du Pas-de-Calais. Valeo, c'est un équipementier auto. Pour tout comprendre et en parler avec nous ce matin par Skype, Fabrice Velli, qui est maire de Caudens et dans le Morbihan. Également avec nous, Arnaud Aimé, Sandra Régol et Jean-François Piboulot sur ce plateau. Bonjour à tous les trois et merci d'être là. Avant de vous entendre, on va rejoindre Angie Loita qui est aux Fonderies de Bretagne, là aussi dans le Morbihan. Angie, où les salariés font grève depuis hier soir car l'usine risque tout simplement de fermer. Oui, absolument. On se trouve à Caudens et effectivement, c'est par la presse, par voie de presse, que le nom de la fonderie de Bretagne est arrivé aux oreilles comme étant un site potentiellement en fermeture. Donc depuis hier, effectivement, il y a mobilisation. Je suis avec Maël Le Goff. Vous êtes secrétaire général de la CGT à la fonderie de Bretagne ici. Pourquoi cette mobilisation tout simplement depuis hier matin alors qu'on n'a pas encore officiellement l'annonce de fermeture ? On est mobilisé depuis hier matin, tout simplement parce que l'annonce elle est parue dans les médias depuis 10 jours maintenant et on n'a aucun démenti. Depuis 10 jours, on n'a aucun démenti. Depuis 10 jours, notre direction locale a fui l'entreprise. Donc l'inquiétude est là. Par rapport aussi aux déclarations qu'on a de Monsieur le maire sur le projet industriel de Renault, sur le prêt garanti de 5 milliards d'euros à Renault. Et il n'y a aucune garantie de non-fermeture de site. Et c'est ça qui nous inquiète. Il y a eu des discours la semaine dernière et qui sont diamétralement opposés cette semaine. Donc l'inquiétude monte, la tension monte ici sur le site aussi. Les salariés sont de plus en plus inquiets. Il y a des annonces qui doivent être faites aujourd'hui, des rencontres qui sont faites entre les organisations patronales, syndicales et M. Macron sur la filière automobile. Et on attend des annonces, mais des vraies annonces, avec le maintien de l'emploi, le maintien du site de la Fonderie de Bretagne. Comment on pousse encore plus le gouvernement finalement à garantir qu'il y ait en tout cas le moins possible de fermeture d'usines de Renault en France? Le moyen et le vrai moyen qu'on a, c'est qu'on est sur un site ici comme la Fonderie de Bretagne qui a été refait à neuf à hauteur de 150 millions d'euros depuis 2010, qui est complètement efficace et qui est capable de produire plus de 30 000 tonnes de pièces de fonderie pour l'automobile. On est sur un projet industriel qui est énorme et on ne peut pas accepter de tout balayer d'un revers de manche et de mettre 400 personnes dans la difficulté. Voilà, détermination depuis hier matin, donc ici à la Fonderie de Bretagne, à Caudens dans le Morbihan, depuis hier matin, et ça s'est relayé également cette nuit avec toujours le piquet de grève qui se tenait ici derrière moi. Voilà pour cette situation très particulière. Renault va mal, le secteur dans son ensemble va mal, surtout depuis 2 mois. Les ventes de voitures neuves pendant les 2 mois de confinement baissent de 70% des ventes en mars, de 90% au mois d'avril. Vous allez voir les chiffres, ils vont s'afficher sur votre écran. Pour l'ensemble de l'année en France, les ventes du secteur auto devraient reculer d'environ 30%. Alors évidemment, le chef de l'État va annoncer des mesures pour tenter de soutenir l'ensemble de ce secteur, parmi lesquels une augmentation du bonus écologique. Il devrait passer de 6 000 à 8 000 euros pour les particuliers. Pour les professionnels, le bonus devrait augmenter à 6 000 euros. Ces mesures vont-elles être efficaces pour sauver ce secteur auto? Il faut faire plus, il faut faire aussi autrement. C'est ce que disait François Ruffin, le député de la France Insoumise. C'était l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Écoutez. Le problème, c'est qu'on a des dirigeants qui n'ont pas de direction. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, ils reçoivent Renault Alpine, par exemple, qui est produit à Dieppe, dans la cour de Matignon. Ils grimpent dans la voiture, ils disent c'est super, voilà l'industrie de demain. Et aujourd'hui, on met 5 milliards. Renault dit qu'ils vont fermer pour Alpine à Dieppe et le gouvernement dit c'est très bien. Quelle est la direction? On va attendre les décisions, hein, c'est vendredi. Vous pensez que Renault va fermer Dieppe? En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Simplement, moi, je demande que l'État joue son rôle de direction, qu'il dirige, qu'il nous dise qu'est-ce que c'est l'automobile de demain. Je vais vous poser la question à vous, tous ici, aujourd'hui. L'automobile de demain, qu'est-ce que c'est pour vous? Si vous posez la question à une écologiste, l'automobile c'est le vélo de demain, ça peut être le vélo, c'est les alternatives en tout cas, mais c'est surtout des voitures. Après le vélo, dans les grandes lourdes. villes, ça fonctionne, mais évidemment à la campagne, c'est un peu plus compliqué. Hein. Mais je vais continuer sur les voitures. Ce sont des voitures moins lourdes, moins consommatrices. Les écologistes ont déjà dénoncé le fait que les constructeurs s'entendent entre eux pour cacher la consommation réelle des véhicules et que ça a un coût pour le consommateur, qui est estimé à environ 400 euros par véhicule et par an en consommation d'essence supplémentaire. Ce sont des choses comme ça qui peuvent faire évoluer vers des voitures du futur. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France n'a pas
investi assez dans la recherche et le développement, faire des voitures qui consomment moins, faire des voitures qui soient moins lourdes, faire des voitures qui ne soient pas que essence ou diesel, et que délocalisation après délocalisation, on nous explique que ça va fonctionner, que finalement il n'y aura pas d'emplois perdus, et la réalité, c'est que chaque jour, le secteur automobile laisse plus de gens sur le bas-côté. Moi, ce qui me choque dans ces annonces, c'est que vous avez, par exemple, parmi les sites qui pourraient fermer, celui de Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi, c'est un site qui, depuis plus de 70 ans, fait de l'économie circulaire. C'est-à-dire que Renault, il recycle des pièces pour arriver à améliorer les véhicules d'occasion ou à refaire entièrement des moteurs. Et que ça, c'est très utile aujourd'hui parce que ça permet d'éviter le gaspillage, celui des voitures, ça permet d'éviter les pollutions et surtout, c'est pas loin de 300 emplois. Voilà, et attention, pour ce site du Val-de-Marne, aucune confirmation pour l'instant. Il y a effectivement 4 sites qui sont menacés, mais Renault doit s'exprimer d'ici vendredi, je crois, sur cette question. Est-ce que Renault peut devenir un fabricant auto entièrement vert ? Écoutez, déjà, Renault a quelques véhicules, a développé d'autres véhicules, mais la CGT Renault a proposé et propose un plan industriel pour effectivement avoir des véhicules entièrement décarbonés. Depuis de nombreuses années, nous avons également souhaité et voulu, avec des sites de Lardy, avec des sites de Rueil, maintenant c'est le Technocentre à Guyancourt, les salariés qui sont dans la mécanique ont fait des propositions pour dépolluer au maximum nos véhicules. Mais également, nous, CGT Renault, nous pensons qu'on peut faire avec d'autres moyens de combustion pour améliorer, bien sûr... C'est-à-dire lesquels précisément ? Expliquez-nous. Écoutez, nous avon déjà effectivement les véhicules électriques. Nous avons également réduit... et ça faisait depuis de très très nombreuses années, et la politique de Carlos Ghosn qui voulait uniquement la rentabilité financière et complétée par Monsieur Sénard et Madame Delbos, qui sont uniquement sur de la rentabilité financière. Nous avons eu des propositions, nous avons fait des propositions pour d'autres types de carburants, y compris des carburants qu'on utilise au maximum et de façon très importante. Au Brésil, l'ensemble des véhicules sont bioéthanol, c'est des véhicules Renault. Et en plus, ça permettrait également de recycler et de revoir sur la politique de la France au niveau de l'agroalimentaire où il y a quelques difficultés. Vous avez plusieurs centres. Ce serait gagnant-gagnant pour vous. En fait, c'est l'exigence que l'on a, nous, vis-à-vis de ce que Renault va proposer, mais que le gouvernement également va proposer, c'est d'être extrêmement exigeant sur la relocalisation en France des productions, sur le développement de nouvelles technologies et également sur le maintien de l'ensemble des sites industriels. Je vous rappelle que si, par exemple, on voyait les camarades des fonderies de Bretagne, les pièces, l'alternative que Renault va proposer, c'est que certaines pièces viennent de l'Asie. Une grande partie de nos fonderies qui sont aujourd'hui usinées après par la suite en France et montées en France, viennent de pays extrêmement éloignés. Donc je pense que la globalité carbone n'est pas vraiment respectueuse. Arnaud Aimé, une question sur l'électrique, c'est rentable ou pas ? C'est rentable pour le constructeur ou c'est rentable pour l'automobiliste ? Alors ça peut être rentable pour les deux. C'est rentable pour le constructeur dès lors qu'il arrive à amortir l'ensemble de ses dépenses de R&D sur un grand nombre de véhicules. Donc il y a un investissement initial à faire et c'était aussi le pari initial, je pense, de Carlos Ghosn et plus généralement de Renault là-dessus. Encore faut-il que les volumes que les clients achètent. Donc la Zoé, par exemple, pour Renault a rencontré un certain succès, mais ça doit aussi être stimulé. La Zoé, pour bien comprendre, c'est la voiture électrique la plus vendue en France. C'est ça. Au niveau mondial, c'est la Leaf de Nissan, qui est le partenaire de Renault. Donc l'ensemble de l'alliance Renault-Nissan a un vrai atout en la matière. Il faut par contre que l'État, les pouvoirs publics stimulent ça si on veut aller vers moins de mobilité carbonée, disons. Ça passe par des primes à la conversion, pousser les gens à acheter de l'électrique. Le problème du véhicule électrique, c'est que ça coûte plus cher. Est-ce qu'elles fonctionnent, ces primes à la conversion ? Est-ce qu'elles fonctionnent vraiment ? Est-ce que les gens peuvent passer de l'essence ou du diesel
vers l'électrique ou des technologies moins polluantes juste parce qu'on leur donne ou on leur retire plutôt 2 000 € du prix ou 4 000 € du prix? Alors je pense que c'est nécessaire et non suffisant. Si on parle de voitures 100% électriques, il faut aussi qu'il y ait tout un réseau sur la France pour faire de la recharge. Alors cela dit, il y a des alternatives au tout électrique. Il y a aussi l'hybride rechargeable qui permet d'avoir un mix entre le carburant électrique et qui permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie. Il faut aussi faire prendre conscience aux consommateurs, que ce soit les gens, les particuliers ou les entreprises, que certes, elles payent plus cher à l'achat parce que c'est des véhicules plus complexes, mais qu'ensuite, elles payent beaucoup moins cher en carburant sur les 5 à 10 ans de vie du véhicule. Également, pour parler de toutes ces questions avec nous, le maire de Caudan, où se trouve justement cette usine Renault qu'on a évoquée. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous attendez quoi des annonces d'Emmanuel Macron cet après-midi ? Bonjour, oui, en fait l'attente, je pense que le président Macron ne va pas forcément s'exprimer sur la situation du site de Caudan. Dans ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que vos intervenants ont dit, il a été question de transition et l'usine, la fonderie de Bretagne située à Caudan possède un outil qui est tout à fait neuf puisqu'il a été refait, il était prêt à redémarrer avant le confinement. Et de façon à relocaliser des productions qui sont aujourd'hui parties en Espagne ou au Portugal. Et là, il était question, la phase de qualification était en place, donc l'usine était prête à repartir. Et donc de façon à localiser et fabriquer des pièces en France avec un outil neuf. Et là, on apprend donc que l'entreprise pourrait fermer du jour au lendemain sans avoir été du tout informée. Les salariés l'ont dit tout à l'heure. Il y a eu à peu près 150 millions d'euros d'investissement. Là, il y a eu de l'argent, y compris de l'argent public, puisqu'il y a eu environ plus de 8 millions d'euros qui ont été investis par l'État, par les régions, le département, les collectivités locales pour cette usine. Et là, donc, on fermerait tout ça. C'est vraiment, c'est une grosse surprise et on n'est pas du tout prêt à accepter ça. Et il est question effectivement, avec ce que va dire le président Macron, je pense de plus de transition écologique. Il faut savoir que le site de Caudan fabrique des pièces de fonderie. Alors ce sont des pièces pour des moteurs thermiques, mais aussi des pièces pour des moteurs, pas des moteurs, mais donc des bras de suspension ou autres de la Zoé. Donc c'est aussi un outil qui peut fabriquer des voitures, des pièces pour des voitures moins polluantes. Donc voilà, je pense qu'il est indispensable de conserver cet outil en France et pas de le voir partir dans un pays européen, voire en Asie éventuellement. Le chef de l'État devrait annoncer des bonus, des aides en tout genre. Est-ce que ce sera suffisant pour vous pour sauvegarder votre site ? On sait bien ce que ces primes veulent dire. Elles vont profiter donc à tout le monde, y compris à des fabricants étrangers, puisqu'il n'y aura pas de différence entre les fabricants français et les fabricants étrangers. Bon, après, on a déjà eu ce genre de primes. Bon, ça dope le marché, ça va permettre de vider le stock de voitures qui sont sur les parkings des constructeurs français, entre autres, mais pas que. Et finalement, l'argent ne va pas forcément revenir dans les usines et les ateliers en France, puisque ça servira à tous les fabricants. Donc là, il y a beaucoup d'argent qui va être dépensé. Ça va régler le problème à très court terme de stock. Est-ce que ça va pérenniser l'emploi en France? Je ne suis pas du tout sûr. Ces primes, c'est un feu de paille, c'est ce que dit monsieur. Il dit que c'est pas forcément suffisant et je suis d'accord avec lui. Il faut pas seulement stimuler la demande, même si c'est important parce que le chiffre d'affaires déjà on prévoit que sur le secteur il baisse de 30% en 2020. Donc déjà, il faut espérer que l'emploi ne baisse pas de 30% en 2020. L'emploi dans la filière automobile, c'est 900 000 personnes en France, moitié dans l'industrie, moitié dans les services. Donc il faut aussi, alors déjà sur la stimulation de la demande, il faut bien la cibler. Si on la cible sur des véhicules électriques ou hybrides, il y a un double avantage. Il y a l'avantage écologique, donc mobilité décarbonée. Il y a aussi l'avantage que c'est des productions qui sont davantage localisées en France que les modèles à bas coût, à motorisation essence ou diesel, qui sont davantage pour les petits modèles produits à l'étranger. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Il faut aussi stimuler les constructeurs et les industriels français. Ça passe par des modalités de financement de la recherche et développement, par stimuler aussi les synergies. C'est pour ça qu'il y avait un projet franco-allemand de faire, entre guillemets, l'Airbus des batteries. Dans ces véhicules électriques, la moitié de la valeur ajoutée, c'est la batterie. Les batteries, aujourd'hui, elles sont faites au Japon, en Corée et en Chine. Donc il y a un projet déjà franco-allemand là-dessus. L'idée, c'est de pousser un acteur tel que Renault à rejoindre cette alliance. Et ça, c'est une des contreparties qui serait demandée par l'État. Donc il faut aussi stimuler les constructeurs et la filière industrielle française. Voilà, et ça pourrait bénéficier à l'ensemble de l'économie. Sandra Rigol, on le voit, les véhicules électriques ne sont pas encore complètement rentables en France. Est-ce qu'ils sont verts, ces véhicules? Parce que monsieur évoquait les batteries. L'électricité en France, elle est produite par essentiellement
le nucléaire. Pas uniquement, mais essentiellement. Voilà, donc on peut se poser la question aujourd'hui du choix stratégique et industriel. On nous expliquait encore il y a quelques années, corrigez-moi si je me trompe, que le diesel c'était la panacée. On se rend compte aujourd'hui que finalement on est loin du compte et on a l'impression finalement qu'on repart dans toute autre chose dont on pourrait nous dire dans 20 ans, ah, pardon, on s'est trompé. Je vous rappelle que la crise des Gilets jaunes partait justement de ce grand mensonge d'État qui était de dire aux Français, achetez du diesel, c'est bon pour vous, c'est bon pour la planète. Et au final, ce n'était bon ni pour les économies des ménages, ni pour la planète encore moins. Alors oui, aujourd'hui... Alors, c'est pas le diesel en particulier, c'était l'essence en général et le pouvoir d'achat. Mais oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais c'était sur l'augmentation de ces carburants que s'est fait le départ de la crise. Et il s'est fait d'autant plus qu'en France aujourd'hui, si on n'est pas habitant d'un grand centre-ville, eh bien on est dépendante de la voiture. Et que la géographie est assez têtue. Plus vous habitez loin, plus vous êtes dépendant de la voiture, plus en général vos revenus sont assez bas, à l'exception de quelques personnes qui ont des maisons de campagne très très loin. Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est toute une partie de la population qui est prisonnière de ces véhicules. On leur a dit le diesel, ils ont acheté diesel. On leur dit aujourd'hui l'électrique. Mais l'électrique est très cher. Et vous avez raison d'insister sur les batteries. Aujourd'hui, on a 2-3 entreprises en France qui travaillent à leur recyclage et qui œuvrent à leur recyclage, mais ce n'est pas assez. Ça, c'est tout un secteur d'activité qui pourrait se développer. Investir massivement sur les moyens de faire en sorte que ce qu'on produit n'ait pas d'impact sur la planète, ça crée des emplois. Agir plus efficacement sur le recyclage, mais aussi sur la réutilisation des véhicules. On n'a pas, toutes et tous, besoin d'avoir chacun une voiture chez nous. Mais on peut avoir des solutions, comme le fait la ville de Grenoble, où on mutualise le week-end la flotte de véhicules de la ville et des entreprises qui sont partenaires de cette opération pour que chaque Grenoblois, chaque Grenobloise puisse disposer d'un véhicule pour partir en week-end. En fait, des solutions existent, donc c'est ce que vous dites. Voilà. Et dernière chose sur l'emploi. L'automobile, c'est effectivement le secteur, 900 000 emplois. 900 000 emplois, c'est ce que l'ADEME prévoit comme création d'emplois dans les énergies renouvelables. Si on voulait effectivement que les personnes qui travaillent dans le secteur automobile continuent à avoir un emploi décent, correctement payé et qui est de l'avenir, c'est il y a quelques années déjà qu'on aurait dû prendre le tournant de la transition. C'est encore possible aujourd'hui, mais pour ça, il faut, et je rejoindrai partiellement François Ruffin là-dessus, il faudrait une volonté politique, il faudrait une vision politique. Les écologistes l'ont, il semblerait que ce gouvernement en ait cruellement défaut. Nous verrons ce qu'annonce Emmanuel Macron, ce sera évidemment à partir de 16h30 en direct. Emmanuel Macron en déplacement dans cette usine de Valeo, c'est un équipementier auto, avec une petite polémique en marge de cette visite. Xavier Bertrand dit être choqué d'être exclu de la visite d'Emmanuel Macron chez Valeo. Voici ce qu'il dit, le président de la région des Hauts-de-France. Les bras m'en tombent, je suis choqué que le président de la République fasse de la mise en scène. La réponse de l'Élysée dans la foulée: nous appliquons le protocole sanitaire rigoureux en vigueur durant la crise, avec notamment une délégation d'élus resserrée et réduite au strict minimum.